Depuis le 11 septembre, l'Amérique semble figée dans la guerre contre le terrorisme. On pourrait croire que l'horizon diplomatique américain s'arrête dans les faubourgs de Bagdad ou de Kaboul. Mais pendant que l'on communie sur les vestiges du World Trade Center, le pays se prépare en secret à un nouveau conflit. Une guerre non déclarée, mais qui occupe la première place sur les rapports des agences de renseignement et de la Maison-Blanche. Avant Al-Qaïda, avant le bourbier irakien. La menace chinoise, la nouvelle guerre de l'Amérique. Ils ont une expression, ce qu'ils appellent la puissance nationale globale. Ça couvre tous les aspects, économiques, politiques, militaires, culturels. Et ils disent, c'est l'essence même de la Chine. C'est le temps pour la Chine de se lever, l'époque de la Chine est arrivée, c'est le retour de la dynastie Tang. Nous sommes une grande puissance, nous sommes une puissance mondiale. Ils jouent l'ancienne stratégie de Sun Tzu, c'est-à-dire gagner le combat sans tirer une balle, ou plutôt gagner le combat sans perdre un seul homme. C'est la meilleure façon de gagner le combat. Et ils sont très imprégnés par ça, mais ils ont envie de se battre. Le monde, comment dire, sera dirigé par 3 pays de première classe. Le premier, ce sont les USA, les États-Unis d'Amérique. Le deuxième, ce sont les USE, les États-Unis d'Europe. Et ensuite, c'est la Grande Chine. À l'heure actuelle, je pense que la possibilité de voir les États-Unis d'Europe comme une grande puissance est très mince. Mais que les États-Unis resteront au top, ça c'est certain. La Grande Chine, c'est assez probable. Donc j'ai tendance à croire que les rapports sino-américains, ce sera la relation bilatérale la plus importante dans les prochaines années. Et que c'est cette relation qui décidera des relations internationales au XXIe siècle. Si ces rapports bilatéraux sont orientés à l'affrontement, alors le XXIe siècle entier sera un siècle d'affrontement. L'île de Kinmen, la véritable frontière entre les deux géants, le lieu ultime de leur face-à-face. Cette petite île appartient à Taïwan, mais elle n'est qu'à 2 kilomètres des côtes chinoises. La province du Fujian, dont on aperçoit les rives, inaccessibles, et où des centaines de missiles balistiques pointent vers Taipei. 24 heures sur 24, on observe ici depuis 60 ans la Chine communiste. L'île, régulièrement menacée par Pékin, a subi des milliers de bombardements. Elle n'a jamais cédé. L'Amérique a fait passer un message à Pékin. La chute de Kinmen serait le début d'un affrontement direct. Nous sommes dans le détroit de Taïwan. C'est ici qu'un affrontement militaire pourrait un jour commencer. Taïwan est un de ces points chauds, tellement sensibles, un peu comme Jérusalem pour les Palestiniens et les Israéliens, ou comme le Kosovo pour les Albanais et les Serbes. Et pour la plupart des Chinois, Taïwan est une province chinoise de plein droit. C'est un territoire dont ils sont persuadés qu'il a été volé par le Japon au moment de la guerre de 1895 et dont les États-Unis ont empêché la réunification au début de la guerre froide à cause de leur opposition au communisme.
En 1996, c'est dans ce détroit de Taïwan que la Chine et l'Amérique se sont lancés leur plus grand défi militaire. À Taïwan, les élections présidentielles en cours agacent le régime de Pékin. L'armée chinoise décide alors de lancer de grands exercices militaires dans le but de tester la réaction américaine. Après quelques jours de démonstration de force chinoise, Washington déploie 2 porte-avions. C'est le premier face-à-face entre les deux pays. Pendant quelques jours, la tension est extrême entre ces deux puissances nucléaires. Les Chinois ont tiré des missiles balistiques à courte portée, à capacité nucléaire au nord et au sud des côtes de Taïwan. Ils ont effectué ce qu'on appelle un grand parcours au tir réel. Et le président Jiang Zemin était là. Ils utilisaient un langage très belliqueux. Et c'est là que nous avons envoyé un groupe de combat sur le littoral est. Et cette démonstration de force a réglé la question immédiatement. Les Chinois ont pensé que c'était excessif. Ils ont pensé qu'ils avaient un accord tacite avec les États-Unis et qu'ils pouvaient sans risque déplacer un arsenal limité pour montrer leur sérieux sur la question. Et que les Américains adopteraient une réponse très limitée et qu'après tout le monde reculerait. Alors ils ont vécu le déploiement d'un second porte-avions américain comme excessif et en quelque sorte humiliant parce qu'ils ne pouvaient rien faire pour retarder ou empêcher le déploiement de ces 2 porte-avions. Je connais bien cette histoire et je peux vous dire que la réalité est assez éloignée de la propagande américaine. En 1996, j'étais là-bas. Les Américains avaient promis d'envoyer un porte-avions à Taïwan pour le jour de l'élection, pour protéger Taïwan. Mais en fait, le seul navire américain proche de Taïwan était le bâtiment d'espionnage électronique, le Bunker Hill. Et il était à plus de 200 000 nautiques. Le premier porte-avions américain, lui, était à 600 000 nautiques de Taïwan. Donc, la réalité, c'est que les Américains ont annoncé leur venue, mais ils sont restés à distance. Ils voulaient éviter à tout prix tout incident et ils n'ont pas osé s'approcher de notre armée. Même si les Américains n'ont pas pris beaucoup de risques, aux yeux du monde, ils ont réaffirmé un principe intangible de leur politique. Ils soutiennent Taïwan. Et ils continueront malgré le développement de la puissance chinoise. Je pense que les Américains croient que Taïwan est très important pour plusieurs raisons. Sans parler du fait qu'il s'agit de notre 8e plus grand partenaire commercial et de notre 6e plus grand marché pour les produits agricoles. C'est l'une des sources de semi-conducteurs de haute technologie. C'est très important pour l'Amérique. Même s'ils sont importés aux États-Unis via la Chine, ils sont fabriqués à Taïwan. Mais cela, bien sûr, n'est pas la seule raison. Je pense que la vraie raison, c'est que l'Amérique a une responsabilité envers Taïwan. C'est parce que Taïwan est une démocratie. C'est même la démocratie la plus vivante et la plus dynamique dans toute l'Asie de l'Est. Et c'est une démocratie qui est le fruit d'une pression du gouvernement américain. D'abord du Congrès, après 40 ans d'un régime très autoritaire venu du continent chinois. Je pense néanmoins que la vraie raison pour laquelle les États-Unis et surtout le Pentagone s'inquiètent tellement du sort de Taïwan, c'est parce que depuis 50 ans, ça a été un partenaire crucial en matière de défense et d'espionnage, y compris pendant ces 30 dernières années, depuis la reprise des relations avec les républiques populaires de Chine. Nous avons gardé une très forte coopération de défense et d'espionnage avec Taïwan. Strong intelligence collection relationship with Taiwan. Je dirais que les États-Unis ont un engagement historique envers Taïwan. Ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale.
Nous étions là. Et on cherchait une puissante démocratie chinoise unifiée. Eh bien, on en a eu les 2/3. On a eu une Chine puissante et unifiée, mais pas démocratique. Maintenant, on appelle la Chine un partenaire responsable. Eh bien, nous en avons la moitié. Nous avons un partenaire, mais pas responsable. Les États-Unis ont une obligation légale et morale envers Taïwan. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire et accepter une invasion par ce que nous considérons comme une puissance communiste autoritaire. C'est pas possible. Taïwan, une île de 23 millions d'habitants à 250 km des côtes chinoises, est aujourd'hui l'enjeu stratégique le plus brûlant entre la Chine et les États-Unis. Taipei, la capitale, affiche sa réussite économique. C'est l'un des plus grands centres mondiaux de l'industrie électronique, une ville moderne, libre, jeune et toujours bruyante. En 1895, Taïwan a été envahi par le Japon. 50 ans plus tard, la défaite japonaise consommée, les traités de paix rendent le territoire à la Chine. Une Chine alors en proie à la guerre civile entre les communistes de Mao et les nationalistes de Chiang Kai-shek. Lorsque la bataille tourne à l'avantage de Mao, le général Chiang, aidé par les Américains, se réfugie à Taïwan avec ses soldats. Depuis, deux gouvernements chinois cohabitent. À Pékin, le régime communiste, qui contrôle tout le continent. À Taipei, le régime nationaliste, devenu petit à petit une démocratie, qui s'appelle République de Chine, mais qui ne contrôle que Taïwan. Officiellement, ces deux gouvernements affirment être les représentants légitimes de tous les Chinois. Taïwan n'est pas reconnu comme un État par l'ONU. Une vingtaine de petits pays seulement entretiennent des relations diplomatiques avec l'île. Fragile indépendance. D'autant qu'à Pékin, on considère Taïwan toujours comme la 23e province de la République populaire, une province rebelle que le régime entend réunifier à la mère patrie. Je dirais qu'il y a deux motivations principales. Il y en a beaucoup d'autres, mais deux sont majeures. La première, c'est la fierté nationale, l'unification de la Chine. Ils y sont très attachés. Et c'est une force émotionnelle qui imprègne toute la Chine. Et vous ne pouvez pas la négliger, c'est sérieux, c'est puissant. La deuxième motivation est stratégique. Ils savent à travers l'histoire que si Taïwan est entre des mains hostiles, alors la Chine est directement menacée. Si vous tournez le globe terrestre, et si vous êtes le commandant en chef de la marine chinoise, vous verrez que le seul moyen de protéger votre littoral, c'est d'étendre votre force de protection au-delà de votre territoire. Pourquoi ai-je besoin de faire cela? Parce que les centres économiques, financiers, intellectuels, industriels de la Chine sont tous aujourd'hui sur la bande côtière. Donc la mission de la marine est d'assurer que personne ne menace cette zone pour que l'on puisse continuer à prospérer. Pour sortir de là, vous avez une grosse pierre, juste là. Vous pouvez aller ailleurs, mais il y a un obstacle. Une pierre qui bloque votre chemin, c'est Taïwan. Taïwan vit désormais au rythme des échéances électorales qui pourraient transformer son exécutif et des crises boursières qui mettent en danger son économie. Pékin a cependant compris que quel que soit le climat sur l'île nationaliste, surtout quand il est favorable à un rapprochement politique, il ne faut pas changer de stratégie. Imperturbable,
Le régime communiste continue donc d'un côté à offrir aux Taïwanais des conditions très privilégiées pour mener à bien leurs affaires sur le continent. De l'autre, il réitère régulièrement ses menaces militaires. Si les Taïwanais expriment trop librement un besoin d'indépendance, ils vont devoir se battre. Quels que soient les aléas, la position de Pékin ne varie donc pas d'un iota. Une autoroute au milieu de l'île de Taïwan. En quelques minutes, elle a été transformée en piste d'atterrissage. La population regarde l'exercice militaire, elle y est habituée. Les Mirage 2000 français ou des F-16 américains atterrissent et décollent dans un énorme vacarme. Face à l'incertitude du soutien américain, Taïwan organise sa propre défense. On sait ici que les aéroports seront les premiers visés. Les stratèges des deux côtés du détroit affirment que la guerre sera d'abord une bataille aérienne. Je crois que tous les experts du monde savent que c'est très difficile de réussir un débarquement. On se souvient encore de celui en Normandie. Dans un détroit comme le nôtre, c'est dans l'air que se fait la différence. Et nous avons toujours cherché à garder un avantage dans l'espace aérien face à la Chine. Mais désormais, avec les missiles chinois, cet équilibre est remis en cause. Ils peuvent détruire nos aéroports. Et si nos aéroports sont détruits, nous perdons notre seul avantage face à la Chine, notre supériorité aérienne. Les forces taïwanaises se concentrent donc dans l'armée de l'air, mais aussi dans les forces spéciales terrestres. Elles s'entraînent pour faire face à l'armée populaire de libération chinoise. En cas de conflit, on s'attend sur l'île au parachutage de troupes d'élite venues du continent pour attaquer les cibles stratégiques taïwanaises. Chaque Taïwanais est conscient que si la guerre éclate, c'est Taïwan qui va prendre les premières balles. Non seulement nous allons prendre les premières balles, mais ça continuera pendant 2 semaines, voire 1 mois avant que les renforts américains arrivent. Et il n'y a aucune chance que les États-Unis viennent s'engager dans un combat difficile. S'ils veulent vraiment s'engager, il est préférable pour eux d'attendre que les Taïwanais aient d'abord décimé les troupes d'élite chinoises. Alors, les États-Unis pourront arriver, nettoyer le champ de bataille et remporter une victoire facile. Tout le monde connaît cette réalité à Taïwan. À Washington, on réfléchit tous les jours sur le scénario du prochain affrontement. On sait que la puissance militaire chinoise a considérablement progressé. Mais le Pentagone garde le mystère sur ses intentions en cas de nouvelle crise taïwanaise. Le soutien américain à Taïwan n'est pas automatique et il ne l'a jamais été. Les États-Unis ont toujours gardé la même politique ambiguë dans laquelle ni Pékin ni Taïwan ne peuvent savoir quelle sera la réponse américaine dans certaines circonstances. Je pense que 10 ans après la crise des missiles du détroit de Taïwan en 1996, nous appréhenderions la question taïwanaise avec un petit peu plus de précaution. Non, en fait, avec beaucoup plus de précaution. Ce que cela veut dire, je pense que nous effectuerions probablement un pont aérien vers Taïwan et que nous enverrions un contingent militaire à Taïwan plutôt que de prendre le risque d'exposer à nouveau nos porte-avions. Je pense que les États-Unis n'ont pas tiré les bonnes conclusions de cette crise de 1996. Les États-Unis ont pensé que les Chinois étaient en quelque sorte intimidés par le déploiement de forces américains et qu'ils en avaient conclu que les États-Unis étaient très déterminés à utiliser la force si nécessaire pour assurer la paix et la stabilité du détroit de Taïwan.
En fait, je pense que les Chinois n'ont pas été intimidés du tout par nos porte-avions. Au contraire, ça les a renforcés dans leur volonté d'acquérir les moyens de ne plus être impressionnables à l'avenir. Depuis 1996, c'est-à-dire depuis la confrontation entre la Chine et les États-Unis dans le détroit de Taïwan, je pense que la modernisation de l'armée chinoise s'est accélérée. Et nous voyons, comme le monde entier, les progrès réalisés. Maintenant, la Chine possède le J-10. C'est un avion de combat de la 3e génération. Ce qui fait de la Chine le 3e pays indépendant à produire des chasseurs de 3e génération. Je pense que c'est un signal fort en direction des États-Unis pour montrer l'avancée de la modernisation militaire chinoise. If China's own terminal objective is trying to so-called unify Taiwan by using Si leur but final est de prendre Taïwan par la force, je pense que la capacité militaire est suffisante. But I don't see that. Mais selon moi, ce n'est pas leur but. Car ils augmentent leur budget militaire depuis des décennies, presque chaque année avec un pourcentage à 2 chiffres. Et leur budget n'est pas transparent. On peut estimer qu'en réalité, les chiffres sont 2 voire 3 fois plus élevés que les budgets qu'ils publient. The current budget that they made it public. So why they are doing it? Alors pourquoi font-ils ça? Ils essaient même de montrer qu'ils ont la capacité de détruire des satellites dans l'espace. The satellite circling around in space. Why they did it? Et pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils veulent montrer au monde entier qu'ils sont capables de devenir un jour la superpuissance capable de dominer même les États-Unis. United States. Franchement, le statu quo, l'équilibre des puissances, est toujours aujourd'hui à l'avantage des États-Unis. Mais je pense que les rapports de force sont en train de changer. Et le temps joue en faveur de la Chine. Depuis la crise de 1996, les États-Unis et la Chine ont eu souvent l'occasion de tester leurs déterminations respectives. De petits conflits, parfois publics, parfois secrets, qu'il faut lire aujourd'hui comme les traces de la programmation de l'affrontement entre les deux puissances. Le 7 mai 1999, en pleine guerre du Kosovo, l'OTAN bombarde l'ambassade de Chine à Belgrade. 3 morts parmi les Chinois présents. Erreur militaire, affirme l'organisation, la CIA aurait fourni de mauvaises cartes. Provocation, ripostent les Chinois, qui organisent des manifestations de masse devant les missions diplomatiques américaines.